Bonjour à tous et bienvenue sur Run RMS. Donc aujourd'hui nous sommes à la Japan Expo et nous sommes avec Olivier, le fondateur de Wakanim. Bonjour. Donc voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas trop Wakanim, je vais résumer un peu rapidement le concept. En fait, Wakanim propose des animés japonais avec une particularité, un gros point positif j'ai envie de dire, c'est que ces animés sortent immédiatement après leur sortie au Japon, en VOSTFR, donc version originale sous-titrée français, et que vous pouvez les visionner gratuitement pendant un certain laps de temps, moyennant une publicité avant. Ensuite, vous pouvez télécharger si vous le souhaitez, enfin payer pour voir cet épisode si vous avez raté le créneau, ou vous pouvez aussi le télécharger, donc contre paiement bien sûr. Vous pouvez télécharger cet épisode, mais la particularité de Wakanim par rapport à beaucoup d'autres entreprises dans ce domaine, c'est que Wakanim propose un téléchargement sans DRM. Donc pour ceux qui ne connaissent pas DRM, c'est Digital Right Management. C'est-à-dire que vous pouvez très bien copier-coller ce fichier sur une clé USB ou le regarder de manière illimitée dans le temps. Donc c'est vraiment un fichier qui vous appartient. Voilà. C'est exactement ça. Après, ce qui est important de préciser, c'est qu'on travaille aussi en collaboration directement avec les studios et les chaînes de télé japonaises. Donc on est une offre légale. Exactement. Donc justement, on va y venir, mais tout d'abord je voulais savoir comment vous en êtes venu à créer Wakanim il y a maintenant 5 ans. C'était un projet d'étudiants. Donc c'est un projet qu'on a dans la tête depuis pas mal de temps. Donc je l'ai pas créé tout seul, je l'ai créé avec 3 personnes. Donc un groupe de 3 personnes dont je faisais partie. Donc mon associé Ludovic et Jonathan ont créé la société avec moi. Depuis 2006, on discutait de ce projet, on avait envie de faire quelque chose, parce qu'on n'était pas satisfait de l'état du marché à l'époque, où les dessins animés mettaient énormément de temps à arriver, où les chaînes de télé diffusaient de moins en moins de séries, et du coup on avait l'impression que la seule alternative était d'aller vers une offre illégale. Et c'est vrai que nous, c'était quelque chose qui nous embêtait énormément, parce que moi j'avais mis un pied dans le marché, j'étais déjà à l'époque, j'avais l'ambition de travailler dans le secteur du dessin animé, et voilà, on s'est dit... pourquoi pas essayer de faire quelque chose qui concilie finalement le meilleur des deux mondes, donc le meilleur de l'édition et derrière le meilleur de la diffusion instantanée. Et donc on a eu cette envie de proposer une offre légale sur la diffusion de dessins animés en même temps entre la France et le Japon pour permettre à tout le monde l'accessibilité des programmes sans avoir à attendre 1 ou 2 ans qu'ils arrivent potentiellement sur le territoire. Donc voilà l'objectif de base. D'accord, merci. Au moment du lancement, comment vous avez contacté la production japonaise pour pouvoir, instaurer un lien de confiance pour qu'ils vous fassent confiance pour la diffusion? Et aujourd'hui aussi, comment ça se passe quand vous êtes intéressé par une série, le processus qui se met en route avant sa diffusion sur Wakanim? Disons qu'au début, c'était pas facile parce qu'on était très jeunes. J'ai créé l'entreprise, j'avais 24 ans. Mes associés avaient quasiment le même âge, à plus ou moins 1 ou 2 ans. Et c'est très difficile quand on arrive dans un marché où il y a déjà des gros acteurs de venir avec une idée et de présenter cette idée en disant voilà ce qu'on veut mettre en place. Par contre, on est jeune, on n'a pas de structure, on n'a pas les moyens. On a créé Wakanim à l'époque, on a investi tout ce qu'on avait personnellement dedans. Donc moi j'étais animateur à Disneyland Paris pendant mes études à côté. Donc j'avais réussi à économiser 3-4 000 euros, donc j'avais mis 3-4 000 euros dans Wakanim. Mes associés avaient mis pareil, à peu près la même chose, et on a commencé avec toutes nos économies à l'intérieur. Et on y allait au culot. Donc en 2008, on a fait notre premier déplacement au Japon. On n'avait pas encore créé la structure s'est créée en 2009. On a fait notre premier déplacement au Japon en 2008, et on y a tenu une sorte de conférence sur le piratage en France. Expliquer les impacts du piratage, analyser les données qu'on avait à l'époque, combien de fois un épisode d'une série populaire était vu en 24 heures sur les différentes plateformes de streaming qui cartonnaient à l'époque. Et voilà, ces informations-là étaient très importantes, car elles permettaient justement aux Japonais de se rendre compte de l'ampleur du marché de la diffusion simultanée. On a mis énormément de temps, comme je disais, à négocier, parce qu'au début... on était des jeunes et ils se disent c'est un projet éphémère, c'est quelque chose de compliqué à mettre en place, peut-être trop compliqué à mettre en place pour une structure qui est uniquement basée sur des jeunes. Ils espéraient qu'un gros de l'industrie s'y mette. Et au final, grâce à cette conférence-là, il y a des grands acteurs du marché japonais qui m'ont rencontré, où j'ai pu échanger les cartes, j'ai pu échanger quelques mots. Et l'un d'entre eux m'a dit écoute, si ton projet se monte, on te donne une série, tu auras notre première série et tu feras le premier simulcast. Et donc à partir de là, ça nous a motivés. On s'est dit, on a un accord tacite et il faut aujourd'hui qu'on arrive à se structurer pour pouvoir commencer sa diffusion et être les premiers. Donc ça a mis du temps. Entre 2008 et 2009,
Il s'est passé beaucoup de temps où nous on a structuré notre projet, donc on a écrit un business model, on a analysé les risques, on a pris des rendez-vous avec des experts comptables, on a monté la structure qui s'est créée en mars 2009. On s'est renseigné sur comment faire pour créer une entreprise, etc. Parce qu'on n'est pas de ce domaine-là. À la base, moi j'ai fait une école d'animation, mes associés ont fait de l'informatique ou du design. Donc voilà, on n'est pas, on vient pas d'un milieu issu de l'entrepreneuriat. Il a fallu qu'on apprenne tout sur le tas. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. C'était un coup de chance avec un producteur qui nous a fait confiance, une idée qu'on a défendue. Parce que bon, on est quand même allé là-bas sur place, présenter nos opinions et essayer de convaincre, et ça a marché. Et à partir de là, voilà, on s'est créé à partir de rien, à partir d'un accord tacite. Si vous faites une entreprise, vous aurez une série. Et la parole a été respectée quand on a créé notre entreprise en 2009. Ça a mis un peu de temps pour avoir le site et toute la technique derrière. Et en 2010, en octobre, on a eu notre premier simulcast. Et donc d'ailleurs, si vous pouviez nous rappeler le premier simulcast. Ouais, ça a commencé avec Que sa volonté soit faite. Donc c'était Que sa volonté soit faite saison 1 qui était en octobre 2010, la diffusion. On a continué, nous, à négocier suite au succès de Que sa volonté soit faite qui a très bien marché. C'était un succès immédiat, donc on l'a publié en simultané. Il y avait une offre gratuite à l'époque, le payant n'était pas encore en place. On était en partenariat avec Watt.tv et on a eu des audiences fulgurantes. Les Japonais ne s'attendaient pas du tout à ça et du coup... il y a eu une forme de buzz au sein du marché à l'intérieur et on a rencontré en un laps de 3 mois la totalité des producteurs du marché qui nous ont dit bon bah ok, vous êtes sérieux, une entreprise sérieuse vous a fait confiance, donc nous on aimerait éventuellement tester, travailler avec vous. Et à partir de là on a commencé à travailler avec tout le monde, tous les producteurs. Donc on a commencé avec TV Tokyo, ensuite on a eu Fuji TV, ensuite on a eu Showgate, ensuite on a eu Aniplex, on a travaillé avec Kodansha, on a travaillé avec Kadokawa, on a travaillé avec vraiment tous les acteurs présents, Shueisha aussi, tous les acteurs présents sur le marché. On cherchait à convaincre les producteurs de faire du téléchargement sans verrou numérique, en leur disant la meilleure façon de lutter contre le piratage, d'avoir une offre payante qui vale le coup, c'est d'avoir une offre où le fichier finalement appartient à l'utilisateur, qu'il ne soit pas bridé, qu'il n'ait pas l'impression d'avoir acheté quelque chose qui ne lui appartient pas réellement. Et donc c'était la première série où les producteurs nous ont dit bon bah écoutez, vous nous avez dit que le streaming gratuit marcherait, que la diffusion simulcast marcherait, vous aviez raison, on vous fait confiance cette fois et on verra si effectivement les revenus augmentent et si les chiffres de vente sont satisfaisants pour nous en tant que studio. Et ça a été un carton. Ça a été immédiatement une progression de plus de 180% sur les ventes. Enfin, voilà, c'était immédiatement, on a vu l'impact sur la totalité de l'audience et du business model de Wakanim. Et grâce à ça, tous les acteurs se sont mis d'accord en disant bon bah ok, votre modèle, il est sympathique, il est nouveau, il est innovant. Personne n'a d'autre modèle ailleurs. D'ailleurs, toujours aujourd'hui, on est les seuls à proposer ce modèle-là. Et derrière, on a des résultats. On a des séries qui marchent, on rentabilise des séries, on reverse des royalties aux Japonais pour qu'ils produisent les séries suivantes. Donc on arrive aujourd'hui avec la vidéo à la demande et la diffusion en simulcast à générer une nouvelle source de revenus pour les Japonais qui est importante parce qu'aujourd'hui le marché du DVD est en déclin, les chaînes de télé n'achètent plus beaucoup de programmes et donc on a réussi à créer un nouveau maillon de la chaîne de production, de la chaîne de diffusion qui soit intéressant et utile pour les Japonais. Donc je précise qu'on est un maillon parce que je sais qu'on n'est pas le seul et on ne veut pas être le seul. Donc notre but, ce n'est pas que l'offre digitale soit la seule qui existe sur le marché. On veut au contraire que l'offre digitale soit la première fenêtre de diffusion et qu'ensuite il y ait du DVD, il y ait du Blu-ray, il y ait de la diffusion télé, il y ait tout cet ensemble de choses qui fait que c'est une chaîne d'exploitation. Donc on est le premier maillon de la chaîne. On se considère comme ça. On n'appartient pas à un groupe. C'est la différence qu'il y a entre nous et les autres acteurs qui appartiennent généralement à des gros groupes. On est une société indépendante. Donc qui dit société indépendante, dit petite équipe, dit moyen de développement qui reste quand même limité. On ne peut pas aujourd'hui, du jour au lendemain, doubler notre capacité de production parce que ça fait des gros changements derrière et qu'on est obligé d'y aller étape par étape. Donc aujourd'hui, depuis que Wakanim existe, on a toujours progressé. On a passé de une série en simulcast à 2 séries en simulcast. On est passé à 3, 4, 5, 6. Là, on a 7 cette saison. Donc voilà, il y a une évolution qui est constante, mais on évolue petit à petit. Oui, justement, cette saison, dont on le rappelle, donc des gros titres des suites qui ont déjà bien marché sur Wakanim. Donc je pense à la saison 2 de Space Dandy et aussi à Sword Art Online. Donc la saison 2 aussi. Voilà, on est vraiment sur une thématique saison 2. En fait, on a des saisons 2 de plein de choses. On a la saison 2 de Space Dandy, on a la saison 2 de Sword Art Online, on a la saison 2 de IQ, on a la saison 2 de The Irregular at Magic High School. On a 2 nouvelles séries, donc on a Tokyo Ghoul, on a Terror in Resonance, donc de Watanabe, le réalisateur de Cowboy Bebop. Et on a la saison 2 de Monogatari, qui continue en été.
D'accord. Vous parliez avant de donc l'offre en téléchargement sans Digital Rights Management, et je voulais savoir combien de personnes à peu près téléchargent un épisode, si vous aviez un chiffre à nous donner. C'est hyper variable. Déjà, les séries et les épisodes ont une variabilité sur le temps. Donc forcément, plus tu l'as depuis longtemps, plus tu as depuis longtemps le programme, plus tu auras d'achats. Donc une série qui est là depuis 2 ans, on est sur une moyenne qui se situe... Alors je donne la moyenne, je donne pas les chiffres les plus importants ni les plus faibles. On est sur une moyenne qui est entre 1500 et 2000 achats de téléchargement sans DRM par épisode. Les plus faibles, on dépasse pas les 50. Et les plus fortes, on est au-dessus de 10 000. Donc ça dépend vraiment, ça varie très largement en fonction des séries. D'accord, merci beaucoup. Une dernière question, c'est plus sur votre développement cette fois-ci. Vous avez depuis quelques mois communiqué sur la sortie de Wakanim Music. J'aurais voulu savoir si vous pouviez nous en parler un peu plus. Oui, alors Wakanim Music, c'est une nouvelle thématique qu'on souhaitait développer. Donc c'est la diffusion de clips. On diffusera des clips japonais, coréens, taïwanais, des clips asiatiques, d'une manière légale, toujours en rémunérant non seulement les artistes, mais les labels et tous les gens qui participent à la création du clip. Et on aura de l'actualité, du reportage, une grosse base de données qui permettra justement à tous les gens de chercher des informations sur leur artiste préféré. Donc voilà, l'objectif c'est de créer, d'étendre la communauté, d'étendre les diffusions à une autre thématique qui est la musique. D'accord, on espère que ça sera un succès comme Wakanim pour l'animation. Merci. Donc merci beaucoup à vous pour cette interview. Donc c'était OnRMS. Vous retrouverez cette interview et beaucoup d'autres sur onrms.wordpress.com.